Et puis Stéphanie Collin, professeure au programme de maîtrise en gestion des services de santé et en administration publique à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Elle est détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Ses champs d'expertise sont la gouvernance, l'organisation en réseau et le changement. Alors, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie Collin, puis je suis professeure à l'Université de Moncton. Aujourd'hui, ma présentation, son titre est « Comment un flou linguistique peut-il influencer des acteurs concernés par une réforme en santé ?» L'objectif de ma présentation est double. Tout d'abord, il est question de savoir ou de montrer de quelle manière un arrangement linguistique particulier, comme celui-là qui existe au Nouveau-Brunswick, peut motiver des acteurs à passer à l'action lorsqu'il est question de l'implantation d'une réforme, puis aussi d'expliquer comment le pilotage de cette réforme-là par l'État est influencé par cette action politique de la communauté francophone en situation minoritaire. Donc aujourd'hui, j'utilise des lunettes de gestion publique ou de politique publique pour vous raconter l'histoire ou le récit de l'évolution du système public de santé du Nouveau-Brunswick en regard à l'enjeu linguistique. Donc, je voulais juste que vous ne perdiez pas cela de vue. Donc, les trois périodes sur lesquelles on va s'arrêter aujourd'hui sont tout d'abord celles-là qui tournent autour de l'adoption de la loi sur les langues officielles, donc le début des années 60 au milieu des années 80. Ensuite, la deuxième période sera le milieu et la fin des années 80 jusqu'en 2006. Puis la période qui m'intéresse le plus, sur laquelle j'ai passé quelques années, c'est la réforme qui a été lancée au Nouveau-Brunswick en 2008. Donc, je parle de la phase d'élaboration de la réforme lorsqu'un nouveau gouvernement est arrivé en place jusqu'à maintenant. Donc, je vais y aller assez rapidement, mais je veux juste vous raconter l'histoire, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez voir comment cet enjeu linguistique-là au Nouveau-Brunswick motive de temps à autre des acteurs. Donc, comme partout au Canada, le début des années 60 est marqué par le développement des services publics, par le gouvernement qui était en place à l'époque, qui était le gouvernement de Louis-J. Robichaud, qui met en œuvre certaines réformes étatiques comme le programme de chance égale pour tous, qui visait l'équité en santé pour des besoins de base, puis qui centralisait à Fredericton les services publics de santé. Dorénavant, les services publics de santé ne seraient plus entre les mains des municipalités, mais seraient gérés de façon centrale à Fredericton. En 1969, on l'a vu ce matin, on adopte la nouvelle loi sur les langues officielles. Quelques mois plus tard, le Nouveau-Brunswick, lui aussi, affirmait son bilinguisme officiel. Ceci nous mène vers les années 70, vers l'arrivée d'un nouveau gouvernement à l'époque, qui était le gouvernement de Richard Hatfield. On commence à parler à ce moment-là d'une tendance où est-ce qu'on voit les dépenses en santé augmenter, puis on commence à mettre en œuvre des premiers efforts de planification au Nouveau-Brunswick. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue d'un enjeu linguistique, c'est que dans les années 70, le gouvernement Hatfield confirme une dualité culturelle en éducation. Vous le savez, confirme qu'il va y avoir un ministère de l'Éducation, bien sûr, mais avec 2 sous-ministres. Donc, on vient un peu dire aux communautés, vous avez le droit de gérer vos maternelles, vos écoles primaires et secondaires. Un peu plus tard, on adopte la loi sur l'égalité des 2 communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, la loi 88. Cette loi-là fait un peu du ministère de l'Éducation comme un modèle à suivre pour les autres secteurs de l'administration publique. On dit que dans le milieu social, le milieu culturel au Nouveau-Brunswick, on devrait prendre exemple de ce qui se passe au ministère de l'Éducation. Sauf qu'on ne définit pas clairement qu'est-ce qu'une institution distincte, puis on ne définit pas clairement non plus dans la loi quels sont les rôles du gouvernement par rapport à cette conception d'une institution distincte. Tout particulièrement, la santé
fait pas explicitement partie de la loi. Puis ça a eu des répercussions sur cette motivation d'acteurs-là lorsqu'il est question de la réforme en 2008, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Au Nouveau-Brunswick, dans les années 80, il y a un autre moment charnière qui est marqué un peu par la publication d'un livre que Jean-Bernard Robichaud avait écrit, qui s'appelait « Objectif 2000 ». C'était à peu près la première fois qu'on parlait des iniquités d'accès pour les francophones aux services de santé publique. Ceci nous mène, pour ceux-là qui connaissent le Nouveau-Brunswick, dans les années 92, avec un gouvernement le gouvernement McKenna, met en œuvre une première vraie réforme en santé. Donc, à l'époque, on avait une 50aine de conseils d'administration, d'hôpitaux ou de sanatoriums qui avaient été mis à l'époque, puis on les réforme en 8 corporations hospitalières. On commence à parler de viabilité, un terme qui est encore à la mode aujourd'hui, puis on veut réduire l'augmentation des dépenses, améliorer les soins. Donc, on réforme. Puis ce qui est intéressant, là, vous voyez la carte du Nouveau-Brunswick ici, là, on réformait, comme je vous l'ai dit, en 8 corporations hospitalières de région, mais il y a une région, la région de Moncton ici, qui incluait 2 corporations hospitalières. La corporation hospitalière Beau Séjour, avec dans le principal hôpital de soins tertiaires, était francophone, puis la corporation hospitalière du Sud-Est, qui incluait le Moncton Hospital. Donc déjà, implicitement, c'est comme si un peu cette région de Moncton-là avait une espèce de dualité linguistique. Je vais revenir tout à l'heure. Puis vous savez qu'en 1993, on modifie la Charte des droits et libertés pour y inclure, c'est ça, des principes de la loi sur l'égalité des 2 communautés linguistiques officielles. On arrive presque à la période qui nous intéresse, là, mais simplement pour vous dire qu'en 2002, on est à l'époque du gouvernement Laure. Les 8 corporations hospitalières sont transformées en 8 régies régionales de la santé. C'était l'époque de la régionalisation. On crée la loi sur les régies régionales de la santé, une première au Nouveau-Brunswick, dans laquelle on allait spécifier les rôles du ministre de la Santé, puis les rôles des régies régionales. On abroge la loi sur les langues officielles également au début des années 2000, puis on y inclut la notion d'offre active, par exemple, puis on crée le commissaire aux langues officielles au Nouveau-Brunswick. Ceci nous mène à la période sur laquelle je me suis penchée pendant quelques années, la réforme de 2008. La réforme de 2008 a pris naissance, l'idée de la réforme a pris naissance avec l'arrivée du gouvernement Graham, puis tout particulièrement d'un ministre de la Santé qui avait une personnalité assez forte, puis qui avait une idée qui était celle de réformer le système de santé. Donc, dans une perspective de gestion publique ou de politique publique, je vais juste vous parler de stratégies que vous allez voir qui vont évoluer là, à la suite du lancement de la réforme. Donc, on est en 2006, la réforme sera lancée en 2008. En 2006, on élabore cette réforme-là en vase clos, presque en secret, comme des gens que j'ai interviewés me l'ont dit, parce qu'on se disait, si on inclut trop d'individus dans ce processus d'élaboration-là, la réforme ne se réalisera jamais. Donc, il y a à peu près 5 personnes qui sont incluses dans le processus, puis principalement du ministère de la Santé. Donc, comme je vous l'ai dit, en matière de stratégie de changement, on fait naître un sentiment d'urgence. Le ministre de la Santé rappelle dans les médias qu'il faut changer, qu'il faut faire quelque chose, sinon on va foncer dans un mur. On n'a pas le choix d'avoir une meilleure mainmise, là, un meilleur contrôle sur qu'est-ce qui se passe. L'enjeu linguistique n'est pas, comment je pourrais dire, est connu des gens qui préparent la réforme. Donc, on mobilise des stratégies à cet égard-là pour dire
passer un message symbolique qu'on est à l'écoute de la communauté francophone et acadienne de la province. On crée un poste de sous-ministre délégué au service de santé en français, qui était une recommandation, je crois, de la SAANB à l'époque. On appuie les décisions sur de l'expertise externe, c'est-à-dire qu'on va voir des groupes de consultants en disant on va créer un nouvel organisme qui allait s'appeler Facilicor, qui allait gérer des trucs non cliniques comme la buanderie. Est-ce qu'on a le droit de mettre le siège social de ce nouvel organisme-là dans une ville complètement anglophone? Donc, on va chercher de l'expertise, puis également, on rencontre les citoyens dans le cadre d'un dialogue. On a parlé ce matin de consultation avec les citoyens. Au Nouveau-Brunswick, c'était comme une première, puis les gens sont assez fiers. Cette consultation-là qui a eu lieu dans la péninsule acadienne, pour les gens que j'ai interviewés, c'est un grand succès d'ouverture avec les citoyens. J'y vais rapidement. En mars 2008, on annonce la réforme. Vous voyez la carte du Nouveau-Brunswick ici. On allait, en matière de levier structurel, fusionner les 8 régies en 2 régies régionales. La régie régionale de santé A, en jaune ici, puis en gris, connue sous le nom du Réseau de santé vitalité, comme vous pouvez voir qu'elle est gérer des territoires, si je peux dire, la santé des individus qui étaient sur des territoires principalement francophones. La Régie régionale de santé B, le réseau de santé Horizon, allait être située sur des territoires principalement anglophones. Donc, implicitement, encore une fois, on laissait croire que la santé au Nouveau-Brunswick allait être divisée, entre guillemets, entre anglophones et francophones. Ceci étant dit, dans la loi sur les régies régionales, qui a été créée en 2002, on n'apportait pas de modification à savoir est-ce que la régie A allait fonctionner en français ou est-ce que la régie B allait fonctionner en anglais. Ça a été un peu un élément qui a été le cheval de bataille là, de la contestation populaire. Donc, on crée également le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick qui allait mesurer la santé, fournir des données sur la performance du système. Puis on créait Facilicor qui allait gérer les services non cliniques des régies pour faire des économies. Donc, peu de temps, je dirais, une semaine après le lancement de la réforme, les gens se mobilisent par l'entremise d'un groupe qui allait s'appeler Égalité santé en français, qui est devenu un peu le contre-pouvoir officiel, qui n'existait pas à la réforme. Sa raison d'être, ça a été la réforme. Égalité santé en français était associé à l'hôpital Georges-Dumont par la force des choses, parce qu'un des médecins qui était le précurseur était un des médecins de l'hôpital francophone, disait « Vous avez aboli la seule régie francophone qui s'était nommée francophone par son conseil d'administration. Alors, c'est comme si vous dites les Acadiens et francophones ne sont pas capables de gérer leurs propres institutions, d'une part, puis d'autre part, vous ne mentionnez pas, dans cet ordre d'idée-là, quelle est la langue de fonctionnement de la régie. » Donc, la communauté acadienne s'est mobilisée assez rapidement. En tout cas, des membres importants de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick puis ailleurs au Canada s'est mobilisée rapidement autour de ce discours-là. Puis, les médias aussi se sont associés. Dans l'Acadie Nouvelle, le principal média, c'était vu d'un bon œil toute cette bataille-là. Alors que la réforme a été préparée en privé, par la force des choses, en 2009, l'État s'ouvre à un dialogue un peu plus large, embauche un consultant, M. Leblanc, qui est ici avec nous aujourd'hui, pour avoir une discussion avec les citoyens ou des acteurs clés de la population. Ça met à jour un certain nombre d'enjeux liés à l'accès. Puis ça fait en sorte qu'on va implanter différentes modifications, dont un changement à la loi sur les régies régionales. Depuis cette époque, la langue de fonctionnement
du réseau de santé Vitalité est le français, tandis que la langue, maintenant, du réseau de santé Horizon est l'anglais. Je ne reviendrai pas sur les autres modifications qu'on suivi, là, cette consultation populaire, là, mais voilà. Donc, on peut voir ici que le processus de changement au Nouveau-Brunswick a été vécu très différemment dans chacun des deux réseaux de santé, puis que l'État, finalement, c'est un acteur sous influence. Il mobilise différents instruments de gouverne, dépendamment des stratégies des acteurs. Alors qu'il a fait la réforme un peu en vase clos, par la suite, les élections s'en venaient, la vente d'énergie Nouveau-Brunswick au Québec, à Hydro-Québec, n'avait pas fonctionné. Donc, tout le contexte a fait en sorte qu'il s'est ouvert au dialogue avec les citoyens. Donc, le projet, la recherche demande vraiment que le projet de l'État n'est pas mono-instrumental, comme on peut le lire dans la littérature. Ça, c'est un peu mon cadre théorique de sortie. Là, je suis en train d'écrire un livre, là, puis juste pour mettre l'accent sur les instruments de gouverne, moi, j'utilise une autre typologie que le présentateur qui a présenté avant moi, mais pour démontrer que les instruments sont variés, puis aussi pour démontrer que l'État s'adapte constamment. En fonction de qu'est-ce qui se passe, mais en fonction aussi d'où est-ce qu'il veut aller, parce qu'il doit avoir des objectifs en tête vers où est-ce qu'il veut s'en aller. Mot de la fin, j'ai terminé. Donc, le système de santé est ouvert sur son environnement, comme tous les profs à la maîtrise me disaient. Le changement en santé n'est pas distinct du contexte social et historique. Puis un questionnement par rapport à l'élaboration de politiques publiques. L'État, lorsqu'il veut mettre en œuvre ou élaborer une politique publique, il fait face comme un dilemme. Hein? S'il consulte trop, bien, peut-être que ça se concrétisera jamais. Mais s'il ne consulte pas du tout, bien, à un moment donné, il y a des acteurs qui vont se manifester. Donc, ça a été le cas au Nouveau-Brunswick. On n'a pas vraiment préparé la réforme en toute transparence. Bien, aujourd'hui, Facilicor, l'organisme n'existe plus. Il fait partie d'un service de la Couronne. Puis, la loi, bien, elle a changé. La langue de fonctionnement pour une des régies est le français, puis la langue de fonctionnement pour l'autre est l'anglais. Voilà. Merci. Perspective de sécurité, de qualité des soins et de sécurité pour les patients. Quels droits vont avoir les patients de se faire desservir dans la langue de leur choix? Donc, les anglophones qui sont desservis par le réseau de santé Vitalité ou les francophones par le réseau Horizon, dans une perspective finalement de la pose du diagnostic, le traitement et donc les résultats que vont obtenir ces patients-là, est-ce qu'il y a ces considérations-là qui ont été prises en compte? Merci. Donc, la réponse à votre question est oui. Au Nouveau-Brunswick, peu importe si tu es un francophone qui vit dans le réseau anglophone, entre guillemets, tu as le droit là, de recevoir des services dans la langue, dans ta langue de choix, effectivement. Mais à ce moment-là, quel est le besoin de définir un réseau comme francophone ou anglophone? Finalement, ils sont bilingues. Non, tout à fait. C'est une excellente question parce que je crois que la réponse à votre question, c'est de dire que de manière historique, on a créé 8 corporations hospitalières qui se sont transformées en 8 régies régionales, puis on les fusionne en 2. Lorsqu'on regarde la carte, finalement, elle est une copie-collée des 8 corporations hospitalières. Puis maintenant, lorsqu'on se situe dans un des deux réseaux, on parle même de zones. Là. On revient toujours à cette idée-là de faire partie d'une zone qui est là depuis les années 90. Il y avait eu des questionnements. Est-ce qu'on crée... On en crée 4, on en crée 3. On s'est un peu... De façon historique, il me semble, peut-être quelqu'un d'autre pourra rajouter si vous êtes connaissance du Nouveau-Brunswick, mais de façon historique, on s'est un peu collé sur ça qui existait. Puis on s'est dit, bien, les francophones seront desservis par une régie francophone, alors que les anglophones seront desservis par une régie anglophone. Oui.
alors qu'on peut recevoir des services dans la langue de son choix.